Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette émission Just Blabla. Alors aujourd'hui au programme on aura une chronique de Luna sur la série Lydia fait sa loi, une chronique de Sabine sur les éclipses et une chronique de Sarah sur la pige pour guérir l'Alzheimer. Et aujourd'hui Lucie est à la technique toute seule. Salut. Et donc côté météo. Côté météo, demain le vent sera... Le vent, pas du tout. Le temps sera ensoleillé. Il y aura aux alentours de 8 degrés. Le vent soufflera environ 20 km/h. Et demain, nous fêterons les aubins. Les aubins, plutôt. Virgule. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la série Lydia fait sa loi, une série italienne se déroulant à la fin du 19e siècle et mettant en scène Lydia Poète, interprétée par Matilda De Angelis. Elle est sortie en février 2023 et elle est réalisée par Matteo Roberi. La particularité, à l'époque, dans beaucoup de pays du monde, certains métiers étaient interdits aux femmes, et c'était le cas du métier de Lydia, être avocate. Pourtant, elle avait tout fait comme il fallait, elle a fait ses études et elle a été diplômée du barreau de Turin, mais on lui refuse son inscription à l'ordre des avocats. Très vite, on comprend qu'elle devra se battre contre et pour la justice. En effet, elle a un attrait particulier pour les causes perdues, les parfaits coupables, genre les ouvriers, les drogués, les anarchistes ou les prostituées. Malgré le fait qu'ils clament haut et fort leur innocence, impossible de se faire entendre. C'est là que Lydia intervient, puisque, en plus d'être avocate, elle est aussi enquêtrice. Elle parle aux témoins, récupère des informations, fouille les scènes de crime grâce à de savants stratagèmes ou en puisant dans le fait que les hommes la sous-estiment. Par ailleurs, dès le début de la série, on comprend qu'elle a un fort besoin d'indépendance. Ce n'est pas faute d'avoir des prétendants. Son appartement, son argent qu'elle gagne, ses clients, ses amants, elle est indépendante. Aucun homme, mari, père ou frère ne pourra l'empêcher d'être une adulte qui se suffit à elle-même. Seulement, le barreau de Turin refuse qu'elle exerce sa profession. Elle est jugée inapte par sa simple constitution biologique. C'est ainsi qu'elle se verra retirer un de ses premiers clients. Mais c'est trop tard. Elle a promis à la famille de l'accusé qu'elle prouverait son innocence. Malheureusement, dans la même journée, elle se fait expulser de son appartement, son loyer étant impossible à payer, et elle est contrainte de retourner vivre chez son frère dans la maison familiale. Maison qu'elle a quittée plus jeune pour éviter un mariage avec un homme qu'elle n'aimait pas. Là-bas, elle rencontrera le frère de sa belle-sœur, qui n'est autre qu'un journaliste particulièrement détestable, mais très vite, il sera intrigué par cette femme qui veut casser les règles et ériger sa propre loi, plus juste et égalitaire. J'ai beaucoup aimé cette série. En 6 épisodes de 50 minutes chacun, un Turin de 1880 est dépeint avec tout ce qui le caractérise. Les cochers, les vêtements, le langage, mais aussi, et malheureusement, le sexisme normalisé de l'époque. On voit évoluer des figures féminines, fortes, déterminées et résistantes, des hommes détestables et d'autres sachant se remettre en question. Cela nous pousse également à nous intéresser un peu plus à la vie de la première avocate italienne. Et enfin, c'est bien sûr une série féministe qui nous permet de nous rendre compte que la lutte pour l'égalité des sexes a réellement avancé, même si ce n'est malheureusement pas suffisant. Voilà. C'était une super chronique. Merci. J'aimerais beaucoup voir cette série du coup. Eh bien, elle est disponible sur Netflix. Ok, bah j'y cours après. Et je vais laisser Lucie nous dire la musique qu'on va écouter actuellement sur Delta FM 90.2 puisque le nom n'est pas sur le conducteur. Eh bien, nous allons écouter Sarà Perché ti amo de Ricci et En Poveri. C'était Sarà Perché ti amo de Ricci and Poveri sur Delta FM. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un phénomène astronomique particulièrement beau à observer, les éclipses. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'une éclipse dans son terme général ? Une éclipse est une disparition passagère d'un astre quand un autre corps céleste passe entre cet astre et la source de lumière ou entre l'astre et le point d'observation. Il existe donc deux types d'éclipses, les éclipses solaires et les éclipses lunaires. Donc cette chronique va se faire en deux parties. Aujourd'hui, je vous parlerai des éclipses solaires et la semaine prochaine, je vous parlerai des éclipses lunaires car ce sont deux phénomènes différents. Donc une éclipse solaire se produit lorsque le Soleil, la Lune et la Terre sont parfaitement alignés. En effet, lorsque la Lune se place devant le Soleil, celle-ci va occulter une partie ou en totalité l'image du Soleil vue depuis la Terre. Le Soleil va donc disparaître au cours d'une journée où le ciel sera sombre durant quelques minutes. De ce fait, à l'époque, certaines personnes avaient peur lorsque cela se produisait, car ils ignoraient que ce phénomène astrologique était sans danger.
Les éclipses solaires peuvent uniquement se produire lors de la nouvelle lune, c'est-à-dire quand le soleil et la lune sont en conjonction, lorsque deux objets vus par un troisième semblent très proches l'un de l'autre, et donc par rapport à la Terre. Il existe 4 types d'éclipses solaires différentes. Donc les éclipses totales, elles vont se produire lorsque le soleil est complètement caché par la lune. Le disque solaire qui sera très lumineux va être remplacé par une silhouette sombre, donc par la silhouette de la lune, et la majeure partie de la couronne solaire sera visible. Donc la couronne solaire, c'est la couche la plus externe de l'atmosphère du soleil. Donc c'est un peu la limite du cercle du soleil, si on veut dire. Et donc cette masse gazeuse, ça s'étend sur plus de 10 millions de kilomètres, et donc c'est environ 14 fois le rayon du soleil au-dessus de la surface solaire. Donc durant toute l'éclipse, la totalité est observable uniquement sur une bonne partie de l'étroit parcours de l'ombre sur la surface de la Terre. Les éclipses totales sont très rares et ne durent pas plus de 8 minutes. Ensuite, nous avons les éclipses annulaires. Elles vont se produire lorsque le soleil, la Terre et la Lune sont alignés, comme pour toutes les éclipses, mais la taille apparente de la Lune est inférieure à celle du soleil. Le soleil va donc apparaître comme un anneau très brillant entourant le disque lunaire. La Lune ne va pas cacher entièrement le soleil. Et ensuite, nous avons les éclipses hybrides, ou encore éclipse annulaire totale ou éclipse mixte, car c'est l'état intermédiaire entre une éclipse totale et une éclipse annulaire. En gros, c'est une sorte de mélange entre les deux. C'est-à-dire qu'à certains endroits de la Terre, elle sera totale, et à d'autres annulaire. Et donc, cette éclipse, elle va réunir toutes les caractéristiques des éclipses, mais en une seule. L'éclipse sera d'abord annulaire, puis totale, et enfin elle redeviendra annulaire. Donc ce phénomène se produit parce que la Lune est à son point limite pour que l'ombre de son seuil atteigne la Terre, ce qui, grâce à sa forme incurvée, permet à son satellite naturel de bloquer complètement l'entrée du Soleil pendant un moment, puis de revenir à la phase annulaire de l'éclipse. Ce type d'éclipse ne se produit que quelques fois par siècle, et ce phénomène se reproduira le 20 avril prochain. Il n'avait pas eu lieu depuis avril 2005. Donc, c'est plutôt cool. Enfin, il y a les éclipses partielles, et elles vont se produire lorsque le Soleil et la Lune ne sont pas parfaitement alignés, et la Lune va cacher qu'une infime partie du Soleil. Ces éclipses sont généralement observables par une grande partie de la Terre, alors que pour les autres, c'est en général juste sur une localisation particulière. Elles ne sont pas observables par toute la surface de la Terre. Maintenant, je vais vous parler de quelques généralités. Donc les tailles apparentes de la Lune et du Soleil depuis la Terre sont approximativement identiques, car la distance entre la Terre et le Soleil est 390 fois plus grande que celle entre la Lune et la Terre, mais le diamètre du Soleil est également plus grand, environ 400 fois par rapport à celui de la Lune, ce qui fait que les rapports seront approximativement les mêmes. Ces tailles apparentes vont varier car l'orbite de la Lune autour de la Terre et l'orbite terrestre autour du Soleil sont elliptiques. Donc c'est ce qui fait que la Lune peut cacher une partie ou complètement le Soleil. Donc la magnitude d'une éclipse annulaire est inférieure à 1. Mais c'est quoi la magnitude ? Une magnitude, c'est le rapport de la taille apparente de la Lune divisé par celle du Soleil pendant l'éclipse. Donc une éclipse, lorsque la Lune est à son apogée, c'est-à-dire qu'elle est la plus éloignée de la Terre, est forcément annulaire car la Lune semble plus petite que le Soleil. Les éclipses annulaires sont en général plus fréquentes que les totales car la Lune est généralement située trop loin de la Terre pour occulter complètement le Soleil. Les éclipses hybrides, quant à elles, ont une magnitude très proche de 1. Les éclipses totales seront favorisées lorsque la Terre aura sa distance la plus éloignée par rapport au Soleil, c'est-à-dire l'aphélie au mois de juillet. Quant aux éclipses annulaires, elles seront favorisées lorsque la Terre a sa plus proche distance par rapport au Soleil, c'est-à-dire la périphélie au mois de janvier. Alors, il va y avoir aussi une potentielle fin des éclipses solaires totales, car la distance Terre-Lune va augmenter, et au bout d'un moment, la Lune ne pourra plus couvrir complètement le disque solaire, ce qui signifie que les éclipses solaires totales ne pourront plus avoir lieu. En effet, l'orbite lunaire augmente de 3,8 cm chaque année, il s'éloigne donc de la Terre, ce qui augmente la distance Terre-Lune. Pour savoir quand ce phénomène se produira, une estimation indique que dans 600 millions d'années, la distance Terre-Lune aura augmenté de 23 500 km. Si ceci est vrai car c'est une estimation, cela veut dire que les éclipses solaires ne se produiront même plus lorsque la Lune sera à son périgée, donc c'est le point d'orbite le plus proche de la Terre, et à son aphélie, lorsque celui-ci est le plus éloigné de la Terre. Il y a quand même quelques précautions pour observer les éclipses, parce que le croissant lumineux lors des éclipses solaires diminue, certes, mais le Soleil reste quand même dangereux par la présence des rayons ultraviolets, donc les UVA et les UVB par exemple, et également les infrarouges qui sont invisibles à l'œil nu mais qui sont toujours présents.
Ces rayons peuvent provoquer des dommages sur l'œil qui peuvent aller jusqu'à la cécité définitive. C'est pourquoi il faut porter des protections spéciales Eclipse, sauf pendant la phase de totalité où aucune partie du soleil n'est visible. Donc voilà, une petite chronique sur les éclipses solaires et la semaine prochaine ce sera le tour des éclipses lunaires. Eh bien, on a hâte. Tu me fais rire parce que tu dis une petite chronique. Oui, c'est vrai qu'elle était pas très petite. C'est important de comprendre toutes les informations quand même. Non, mais c'est oui, affectueux c'était la très petite. intéressant. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la maladie d'Alzheimer et d'une piste qu'on aurait peut-être trouvée pour la guérir. Déjà, la maladie d'Alzheimer, il y a environ 35 millions de personnes qui y sont atteintes. Et donc c'est une pathologie neurodégénérative qui se traduit par une perte progressive et irrémédiable des fonctions cognitives et du langage. Ça peut être accompagné par une modification profonde de la personnalité et avoir une dépendance totale des personnes malades envers leur entourage. Il y a une faible proportion de cas où la maladie est d'origine génétique. La majeure partie, du coup, c'est juste avec l'âge. Donc, c'est lié à de multiples facteurs. Et donc, la maladie d'Alzheimer est due à des plaques séniles. Pourquoi tu bouges mon truc? La maladie d'Alzheimer est due à des plaques séniles constituées de peptides amyloïdes, donc dans un premier cas, et dans un deuxième cas, à la protéine tophorolidée. Et donc, c'est un peu compliqué, mais en gros, dans le premier cas, c'est une accumulation de l'amyloïde. Et dans le deuxième cas, c'est la protéine Tau, qui est en fait une protéine qui sert à la structure des cellules neuronales. Et donc, cette protéine va être modifiée, mutée. Et donc, ça peut entraîner des liaisons. Ça a été identifié d'ailleurs lors d'un examen post-mortem sur le cerveau des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc ces phénomènes pathologiques ont été la cible potentielle de médicaments. On a fait beaucoup d'essais, il y a eu beaucoup de financement par rapport à ça au cours de ces 20 dernières années, mais ça s'est révélé infructueux. Donc on est allé sur l'examen des plaques amyloïdes, donc pour essayer de comprendre comment ça marche. Et donc, on a compris qu'il y a une concentration 6 fois plus grande de cuivre que dans un cerveau sain. Et donc là, on s'est dit que on pourrait creuser sur ça. Donc en fait, c'est un facteur. Le facteur, c'est le dérèglement de l'homéostasie. En fait, c'est le régulement du cuivre dans le cerveau des patients. Et donc, ça va créer un stress inoxydant délétère. Donc, c'est responsable de la destruction des neurones et de l'inflammation du cerveau des patients. Donc, tous les organes aérobies font la respiration. Donc, c'est le nom, en fait, des organes qui font la respiration. Et donc, c'est vital pour eux d'utiliser l'oxygène. Sauf que cette molécule est potentiellement toxique s'il n'y a pas un régulement. Ce qui est fait dans notre cerveau à la base, il y a un contrôle philosophique. Non, c'est pas philosophique. Psychologique. Physiologique. Physiologique. T'inquiète pas, c'est pas grave. J'ai mélangé. C'est pas grave. C'est pas grave. Et important. Sauf que là, chez les patients atteints d'Alzheimer, ce n'est pas le cas. Et donc, il n'y a pas une régulation complète de l'oxygène, parce que l'oxygène, l'oxydation, ça se fait en plusieurs étapes. Et donc, il peut arriver qu'il y a une modification dans toutes ces étapes, et donc entraîner une toxicité du coup de l'oxygène. Mais c'est une toxicité qui est faible. Et voilà. Par contre, il y a le radiant oxy. Bon, en gros, parce que là, je parle un petit peu de choses compliquées. Mais tu as des transporteurs d'électrons, donc la partie électrique des molécules, qui va avoir une surproduction, et ça peut aussi entraîner une toxicité.
Mais normalement, à faible concentration, c'est pas très important. C'est l'accumulation en fait de tous ces électrons dans le cerveau qui va faire qu'il y a des dommages. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on s'est penché sur ça. Et le défi maintenant, c'est de trouver quelque chose qui est capable d'extraire le cuivre piégé dans les amyloïdes. Et donc, pour reprendre le principe des protéines et des enzymes qui sont censées faire ça. Voilà. Ok. Eh bien, merci Sarah pour cette chronique. C'était très très intéressant. Et j'espère vraiment que la recherche va continuer à avancer parce que Bah oui, c'est important quand même. on aimerait trouver quelque chose. Quand même. Quand même. Bah oui. Voilà. Eh bien c'est peut-être la fin là déjà. On a fini. Ah bah oui. Donc, Faut que vous mettiez le générique, madame. Je voulais attendre des que petits vous couacs. parliez, mais bon. Ok. Juste, tu baisses un peu le... Voilà. Donc, bah voilà, c'est la fin de notre émission. Donc, on se retrouve la semaine prochaine avec la suite de la chronique de Sabine et plein d'autres choses à apprendre. Voilà, donc merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur nos plateformes de streaming gratuites ou sur le site de lp2i.radio-delta.fr. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Félicitations Lucie. Non, en vrai, c'était hyper bien. Oui.